Bonjour à tous et bienvenue dans cette masterclass. Aujourd'hui, nous allons parler de circuits courts et de technologie. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord me présenter. Donc, je suis Laurent Cerveau et je suis le directeur technique de WeTrade Local, c'est une société qui construit une plateforme, une infrastructure digitale dédiée justement aux circuits courts. Et aujourd'hui, je suis avec Mathieu Hourdin, qui est le Deputy CTO de WeTrade Local et qui va nous accompagner pour modérer le chat. Je suis, quelques mots en plus, je suis ingénieur de formation et avant d'arriver chez WeTrade Local, j'ai une autre vie dans laquelle je suis passé par des sociétés qui ont fait de l'informatique consommateur. J'explique ça parce que ça aura une incidence sur la suite, notamment Apple, et j'ai travaillé dans des réseaux sociaux dans une société qui s'appelle Zenly. On va parler aujourd'hui donc de circuits courts et de technologie. Donc, quelle technologie pour passer à l'échelle, c'est le titre. Clairement, à la fin de cette masterclass, il n'y aura pas une solution unique. Je ne vais pas vous dire vous utilisez le langage local QL et puis vous allez faire des requêtes avec de telle ou telle manière. Mais ce qui est plus intéressant, c'est en fait d'explorer, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'explorer la manière dont une technologie peut se mettre en place pour adresser les problèmes des circuits courts et les questions que posent les circuits courts. Indifféremment, quelques mots encore, je vais parler de circuits courts ou je vais parler de local. Il y a une différence, mais j'ai souvent assimilé les deux. Et je vais commencer d'abord par rentrer dans le sujet, présenter ce que c'est que le local, définir des principes qui vont sous-tendre un développement technologique. Et une fois que ces principes sont faits, rentrer un peu plus dans le vif du sujet et essayer de voir ou montrer quelle approche technologique et quel, je dirais, parti pris on peut prendre pour résoudre ces problèmes. Et enfin, quelles sont les solutions qui vont être envisagées ou quelles sont les briques sur lesquelles du côté desquelles il va falloir regarder pour trouver des solutions. Je pense que là, maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. On va mettre la présentation en plein écran. Et c'est parti. Donc, tout d'abord, on va commencer à vous parler du local ou du circuit court et présenter un peu le sujet. Donc, c'est un mot qu'on entend assez régulièrement depuis quelques temps. Si on se reporte quelques années en arrière, 5 ans, 6 ans, je crois qu'on peut dire, sans vexer personne, que le local, c'était un peu une préoccupation de bobo parisien. Si on veut dire ça de manière un peu plus élégante, on va dire c'est un nice to have. Puis il s'est passé un certain nombre d'événements, un certain nombre de crises. Alors, il y a eu une pandémie. Je pense qu'à peu près tout le monde est au courant. Il y a eu une guerre. Et puis, on n'a pas encore pu voir les effets de la canicule et comment ça affecte aussi la distribution de produits. Mais certainement, ce dont on s'est rendu compte pendant ces crises, c'est qu'il y a eu des problèmes d'approvisionnement. Et j'ai envie de dire de manière curieuse, ces problèmes d'approvisionnement se sont quelque part de plus en plus rapprochés émotionnellement des personnes. Quand il s'agissait d'un problème de masque, si je prends la pandémie, on n'était pas habitué, il faut dire les choses, en France, à porter des masques tous les jours. Donc, quelque part, ça restait un problème où on pouvait dire, on nous dit d'en mettre, on nous dit de pas en mettre, mais c'est pas mon problème. De toute façon, comme c'est pas nous, c'est mal géré. Après, on est arrivé à des problèmes d'approvisionnement liés à la guerre. Et par exemple, je vais prendre un exemple qui est celui de la moutarde. Alors là, ça a touché un peu plus émotionnellement les gens, parce que la moutarde, c'est de la nourriture, et comme vous savez, tout ce qu'on mange en France, c'est sacré. Mais effectivement, il y a aussi derrière ça, au-delà de la plaisanterie, il y a le fait que on pensait que la moutarde, c'était produit à Dijon. On a tous appris ça à l'école quand on était petit. Et on s'est retrouvé avec des endroits où il faut acheter 5 pots de moutarde parce qu'il n'y a pas allé, ou il faut acheter de l'huile de tournesol. Alors, on a tous des exemples comme ça. Je vais en mettre un petit dernier pour la route. C'est un exemple que j'aime bien. C'est le cas d'une personne qui rénove une maison en Normandie qui avait besoin de linteaux en granit. Et qui m'expliquait que les linteaux ne pouvaient plus venir parce qu'ils étaient importés du Portugal. Donc moi, j'étais un peu étonné parce que depuis que je suis petit, j'ai toujours appris qu'à côté de la Normandie, il y avait une région qui s'appelle la Bretagne et que la Bretagne avait un rapport particulier avec les cailloux et notamment le granit.
Si on dépasse ceci, en fait, on se rend compte que créer pour l'ensemble des biens, que ce soit des produits non frais ou des produits frais, on se focalisera un peu plus sur les produits frais après, créer pour l'ensemble des biens des circuits de distribution locaux, et donc ce qu'on appelle des circuits courts, c'est une option qui, peut répondre aux attentes de consommateurs, qui peut offrir un certain type de résilience, et puis qui est aussi apprécié du grand public. C'est tellement apprécié, en fait, ça devient tellement important, ce problème des circuits courts, que c'est au final, ça a été pris en main par l'État et ça rentre dans des politiques et des législations. Vous avez sûrement entendu parler des lois type Egalim ou autres. Voilà. Alors bien sûr, quand on parle de ça, on se dit c'est super, on va y aller, mais en fait ça existe déjà. Si vous allez, peut-être encore, là aussi, on a le biais de... je vais reprendre l'exemple du bobo parisien. On a le biais, mais attends, dans tel magasin, moi, il y a marqué que c'est du local partout. Il y a un nombre de badges, il y a un nombre de labels. Tout le monde connaît quelqu'un qui connaît que du local. C'est un peu ça. Puis on peut vous dire, mais attends, il y a aussi des sites de mise en relation avec des producteurs directement, avec des consommateurs. Puis il y a les AMAP. Et plein de structures qui ont été mises en place pour gérer le local. Mais si on regarde la réalité, au final, les chiffres, il est un peu décevant. Et s'il y en a un qu'on doit retenir, c'est en moyenne 7% dans la distribution des produits alimentaires, ça vient des circuits courts. Donc, quelque part, il y a un peu une sorte de dissonance cognitive entre ce qu'on peut percevoir des circuits courts et ce qui existe en réalité. 7%, alors ça se décline différemment. Si vous êtes en grande surface, c'est moins de 2% de l'offre alimentaire. Si vous allez dans des magasins bio, ça monte à 15%. Dans la restauration à domicile, ça va de 10 à 15%. Mais on est quand même un peu loin du fait de se dire, il y a une législation. 2, il y a des vrais problèmes au-delà de la législation. Comment on va éviter de dépendre en fait de sources externes. Et comment on peut faire monter ces 7% d'abord à 10 ? C'est symbolique, le 10, on va arriver, mais après à 20, 25, 30, et je ne dirais pas à 100%, parce que c'est évident qu'à un moment, il y aura toujours une coexistence entre des circuits courts et du local et des circuits un peu plus longs. Mais le but, c'est au moins d'augmenter cette part et de la rendre significative, et surtout aussi de la rendre significative de manière pérenne. Parce que quand on vit une crise et qu'on se décide, il faut qu'on réponde aux circuits courts, on va mettre quelque chose en place, regardez, ça marche, et puis tout d'un coup, la crise est régulée, disparaît, est modérée, et on oublie, on reprend ses habitudes. Voilà. Pour adresser les problèmes des circuits courts, donc, il faut d'abord apprendre un peu à connaître et donner une définition de ce que peut être les circuits courts et le local. Donc c'est là où je vais un peu circuit court. Alors c'est aussi un peu mon interprétation. Je décrirais ceci comme une interprétation légale, l'interprétation légale plutôt en française de ce que c'est que le local. En fait, c'est une définition qui est basée sur le nombre d'intermédiaires, un au maximum ou directement du producteur au consommateur. Je tiens d'ailleurs à renvoyer, parce que je vais faire souvent exemple dans cette présentation, à la page Wikipédia des circuits courts, parce qu'elle est vraiment très bien faite et elle contient tous les détails sur ce genre d'informations et elle est très factuelle. Donc voilà. Une autre définition du local, ça peut être, vous pensez local, vous pensez distance. Donc on va dire, on va prendre un rayon de 20 km et je ne prends que des producteurs dans un rayon de 20 km, ou on inverse, on va prendre que des consommateurs dans un rayon de 20 km. Pourquoi 20 km ? Je ne sais pas, j'ai dit ça au hasard, mais généralement, émotionnellement, on reste toujours en dessous de 50. 50, ça commence à sembler long. Là aussi, on se rend compte qu'il peut y avoir des problèmes dans cette définition, dans la mesure où 20 km, bon déjà, si moi je suis à l'extrémité d'un rayon de 20 km, pourquoi je ne vais pas au rayon suivant ? Donc il y a un phénomène de saut de puce. Et puis aussi, qu'est-ce qu'on peut faire dans 20 km ? Et là, je fais référence à la page Wikipédia où il y a une petite section sur est-ce que les circuits courts sont positifs sur l'émission des gaz à effet de serre ? Le phénomène, alors c'est écrit dedans, de la camionnette à moitié vide. Et il a expliqué qu'en fait ça il faut pouvoir le montrer, le prouver, que ça n'est pas forcément le cas. Donc si les 20 km c'est du plat et que tout le monde circule en vélo sur cette dimension là, ça va être bien. Si c'est des montagnes qu'il faut passer, qu'il faut distendre et qu'on circule à vol d'oiseau, ça devient un peu plus compliqué. Donc en fait c'est nécessaire, et c'est nécessaire si on veut résoudre un problème technologique, d'essayer de comprendre quelle va être la définition du problème qu'on veut résoudre.
Alors ici, j'ai mis quelques autres définitions qui sont arrivées lors de discussions, de réflexions qu'on a pu avoir des acteurs qui s'adressent à ce genre de sujet, ce type de sujet, pardon. Ça peut être par exemple pourquoi la définition, c'est pas construire une économie résiliente et pérenne sur un nombre limité d'acteurs pour un domaine. J'en profite ici pour dire, j'ai parlé de l'alimentaire, j'ai parlé des biens. WeTrade Local, et je le mentionne ici parce que c'est un exemple que j'utiliserai régulièrement par la suite. Nous avons une filière qui nous sert de laboratoire pour comprendre en pratique quels sont les problèmes de circuit court. Il s'agit d'une filière qui s'adresse aux fleurs. Les fleurs étant un produit fragile qui a subi la pandémie, ça répond à tous les critères pour se dire celui-là, si on arrive à adresser celui-là, on arrivera à adresser beaucoup de filières. Donc ça peut être créer une économie, je reviens à ça. Ça peut être se dire, en fait, la longueur de parcours, plutôt que ce soit un nombre de kilomètres, c'est tout simplement quelque chose qui est lié à la durée du DLC, donc date limite de consommation, mais j'ai envie de dire la durée de vie naturelle dans le cas des fleurs, parce qu'on ne va pas manger des fleurs, soyons sérieux, du produit. Ou ça peut être aussi un positionnement un peu plus tranché en disant, dans une chaîne de distribution, de production de distribution, on va supprimer tous les intermédiaires qui ont un bilan écologique d'émissions de gaz à effet de serre qui est négatif. C'est peut-être un peu tranché, mais pourquoi pas, cette définition se tient. Les réflexions qu'on a pu avoir, alors là, il y a plein de mots sympathiques. La réflexion qu'on a pu avoir de notre côté chez WeTrade Local, c'est de se dire, en fait, le local, ça repose sur 4 piliers. Le premier des piliers, ça doit être le fait que ça soit durable. Durable, donc c'est lié aux critères et aux facteurs écologiques. Et je vous mentionnais tout à l'heure le fait de la page Wikipédia. Il y a un certain nombre d'exemples qui montrent que c'est loin d'être prouvé qu'une circulation dans un domaine limité, par exemple, ou le fait d'être dans un cadre local, va entraîner automatiquement une durabilité et le fait qu'on a peu d'émissions de gaz à effet de serre par exemple, ou le fait que la production soit faite de manière écologiquement responsable. Nous, on considère que c'est un pilier sur lequel on doit construire. Le deuxième des piliers, c'est la rentabilité. Alors, la rentabilité, il ne s'agit pas, pour utiliser un mot à la mode, de faire des super profits sur les circuits courts. Je crois qu'on n'est pas du tout là-dedans. La rentabilité, c'est de se dire comment on va créer une économie avec des acteurs, des producteurs, des transformateurs, des transporteurs, etc. Et que cette économie, finalement, elle arrive à vivre par elle-même. Elle arrive à être autosuffisante et elle peut aussi, derrière cette autosuffisante, subir des chocs. Elle peut être solide. Il faut qu'il y ait des acteurs qui rentrent, il faut qu'il y ait des acteurs qui sortent, parce que si on crée une économie et que finalement le nombre d'acteurs est qui sortent, j'en ai marre, j'arrête, on n'arrive pas à construire quelque chose de stable sur lequel on peut se développer. Je vais reprendre ici l'exemple des AMAP. Parce que les AMAP, alors je fais partie d'une AMAP, bien sûr, je dois le dire à ce moment-là précis de l'intervention de la masterclass, non, plus sérieusement, les AMAP, il y a quand même un phénomène qui est intéressant, c'est que on s'engage dès le départ à verser une somme pour avoir des produits locaux tout au long sur une durée déterminée, généralement 1 an. Si on veut créer un système qui monte à 15%, 20%, 30% des échanges, on ne peut pas dire au public, vous allez engager des sommes importantes chaque année, potentiellement importantes, parce qu'il faut payer en avance ou par trimestre, pour pouvoir recevoir des produits qui correspondent à des circuits courts et qui en plus ont été grandis, je sais pas, cultivés, merci Mathieu, de manière durable. Donc effectivement, la rentabilité, c'est un critère qui consiste non seulement à dire va y avoir du bénéfice, mais surtout va y avoir du bénéfice qui va permettre au système d'être résilient. Avec la rentabilité vient une notion supplémentaire qui est le côté équitable de l'affaire. Ça, c'est plutôt simple. C'est d'ailleurs, encore une fois, si je fais référence à la page Wikipédia, il a été montré que les circuits courts ont des actions sur le fait que sur la relocalisation, ça a un effet social positif. Équitable, c'est tous les acteurs qui participent à la chaîne reçoivent leur dû de manière juste. En gros, il n'y a pas de personne qui sucre sur le dos des autres de manière éhontée et abusive. Et enfin, un dernier point, ça va être la scalabilité. Alors la scalabilité, c'est un joli mot, et puis quand on fait de la technologie, on aime bien la scalabilité. On dit je construis des systèmes scalables, ça veut dire ça va marcher, ça va grandir.
Mais on a rajouté, ici, là, vous voyez dans la présentation, il y a un petit mot en dessous qui s'appelle structurellement. La scalabilité, souvent, ça dit on va pouvoir grossir, on va être capable de grossir, de grandir et de générer des volumes de plus importants. Le problème de grandir, c'est de ne pas tomber dans les travers des circuits non courts ou des trucs non locaux, des systèmes non locaux. Donc c'est pour ça que je parle un peu d'une scalabilité structurelle. C'est comment conserver le caractère des circuits courts et notamment les 3 autres piliers tout en grandissant. Quelque part, il faut un peu penser ça, si on veut faire un peu une comparaison, une analogie, c'est un peu comme un système cellulaire. Vous avez une cellule, elle grossit, puis à un moment elle se sépare en deux pour avoir 2 cellules qui ont la même caractéristique. Un système qui scale de la manière pour respecter les composants qu'on a marqués ici, quelque part, on peut se dire qu'il doit grandir comme des cellules. Il doit se dédoubler quand il grandit pour éviter de devenir trop gros et de tomber dans les travers d'un gros système qui a certains problèmes. Voilà. On s'approche alors un peu plus du côté. Donc là, on a posé au début, on a parlé des circuits courts et puis on a exposé les principes philosophiques qui sous-tendent le développement d'une solution technologique. Et là, on va aller se focuser un peu plus sur justement le développement technologique. Alors dans la création de biens, notamment dans la création de produits issus de l'agriculture frais, alors ça peut être des produits de consommation alimentaire, ça peut être les fleurs, comme je parlais tout à l'heure, il y a 2 parties. Il y a la production et la distribution. Si on reprend le côté durabilité, la production en général, on sait que ça représente 55-57% des émissions à gaz à effet de serre. La distribution, c'est plutôt 17-20%. Nous, ici, on va s'intéresser à la distribution. C'est ce qu'on fait du reste à WeTrade local. Et là, on se retrouve devant un problème en disant on a compris les principes, on a compris ce que c'est que le local, on a compris les principes, on a compris que c'est pas aussi simple que de mesurer dans un rayon de 5 km. Construisons une solution. Et en technologie, quand on construit une solution, il y a souvent quelque chose qui est important, c'est de se dire on va faire une hypothèse, on va tester une hypothèse, on va prendre un parti pris, on va aller loin dans ce parti pris. Donc je vous ai dit que j'ai travaillé dans le consommateur. Et notamment j'ai travaillé chez Apple, des fois il y a des partis pris qui ont été pris. C'est une société qui a souvent pris ce genre de décision. Pour ceux qui se souviennent encore, dans les fins des années avant 2000, donc ça commence à faire longtemps, il y a un ordinateur qui était sorti qui s'appelait l'iMac, qui ressemblait à un gros bonbon bleu acidulé. L'iMac, il y avait un parti pris à l'époque, et je fais exprès de prendre cet exemple un peu maintenant, qui était il n'y aura pas de disquette, et il y aura juste un connecteur USB et un CD-ROM. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne savent même plus ce que c'est qu'une disquette, mais aujourd'hui, donc ça se mettait dans un ordinateur pour charger des programmes, mais aujourd'hui, à l'époque, clairement, ça avait été pris, ce parti pris est complètement fou. Donc quand on fait un développement technologique et qu'on veut changer des habitudes, on prend un moment, on dit on va choisir un angle d'attaque qui va pouvoir se traduire en développement technologique. L'angle d'attaque sur la distribution, c'est de passer d'un modèle centralisé, consolidateur et anonyme à un modèle distribué, traçable et finement mesurable. Alors on va détailler un peu ce que ça veut dire. Et pour détailler ce que ça veut dire, on va regarder comment, quelque part, symboliquement, fonctionne une chaîne de distribution aujourd'hui. Dans l'ensemble, majoritairement. Une chaîne de distribution, il y a des biens qui arrivent et ils sont agrégés et ils rentrent dans une grande maison qui s'appelle un entrepôt. L'entrepôt qui peut aller devenir un centre de distribution. Cet entrepôt, alors il ne faut pas oublier, un entrepôt, il faut le construire, ça a un coût, selon plein de dimensions. Il faudra le détruire un jour, ça a un coût. Il faut le chauffer, il faut l'entretenir. Bref, ça a un coût. Ça a un coût sur plein, un coût financier, un coût écologique, bref, ça a un coût. Mais c'est quand même bien pratique parce qu'on met tout au même endroit. Et une fois qu'on a tout au même endroit, on peut prendre des gros camions, on peut tout charger dans des gros camions et on peut tout envoyer vers un autre entrepôt. Et au final, on arrive vers le client. Donc, dans un système centralisé, il y a quand même un point de vue qui est important, qui est le point de vue que la centralisation simplifie les chemins d'échange, simplifie la topologie des échanges, la morphologie des échanges. Il y a aussi un autre point important, c'est que la manière dont cette distribution se passe a quelque part un impact sur le système en général. Si vous avez un entrepôt et que vous dites j'emmagasine des biens,
s'il y a un client à l'autre bout de la chaîne, et il dit « moi, je passe une commande », et si le bien, il est dans l'entrepôt, bah, le bien, il va arriver tout de suite. Ça, c'est évident. S'il n'est pas là et qu'il est dans un entrepôt, hop, un saut de puce plus loin, bah, il suffit de le passer entre deux entrepôts et ça arrivait assez rapidement. Ce qui fait qu'au final, au niveau du consommateur, on s'habitue à avoir quelque chose qui est finalement une livraison immédiate d'un ensemble de biens. Et si on dit, enfin une chaîne de distribution se dit, moi je veux avoir tout prêt à l'avance, elle va remplir des entrepôts, donc faire des entrepôts de plus en plus grands qu'il faut encore construire, détruire, chauffer, etc. Et on va la remplir de tous les biens possibles et inimaginables pour que en fait, ces biens arrivent de la manière la plus rapide et la plus efficace au client. Et là, on se retrouve souvent alors dans un problème logistique qui est limité sur la distribution au client, qu'on appelle le problème du dernier kilomètre. C'est quel trajet va faire la camionnette une fois que c'est sorti de l'entrepôt et que ça arrive. Cet exemple est intéressant parce qu'il montre vraiment que quelque part, la structure de la chaîne de distribution, elle a une sorte d'osmose avec l'attente du client et les types de demandes que peut faire le consommateur. Quand on veut faire des circuits courts et quand on veut développer une solution technologique, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. La technologie en soi ne résoudra pas tous les problèmes. Je pense qu'il faut le dire, notamment dans les problèmes d'impact, la technologie en soi ne résoudra pas tous les problèmes. Il faut aussi, des fois, considérer la manière dont la technologie est utilisée, la manière dont le système va être utilisé pour pouvoir résoudre l'ensemble des problèmes. Dans le cas des circuits courts, on va détailler ça un peu plus. Le pari qui est fait sur les circuits courts... Ah oui, alors, je reviens quand même un petit point avant, excusez-moi. Donc je vous ai dit que c'était un système centralisé, mais derrière cette centralisation, quand on met tout ensemble, mettons si on distribue des tomates, à la fin on ne sait plus d'où vient la tomate, de qui elle vient. Donc, c'est ce que j'appelle consolidateur, agrégateur. C'est un système d'ailleurs par strate. Il y a les producteurs, il y a des gens qui vont ramasser, ça va dans des coopératives, ça passe éventuellement à d'autres intermédiaires. Chacun fait son petit bout. Et derrière ça, il y a le fait que chaque acteur parle juste à un acteur d'un niveau au-dessus. Il y a l'empilement des acteurs et ils ont des préoccupations et des dimensionnements à peu près semblables. Ça a un impact notamment sur le niveau des échanges financiers. J'y reviendrai un peu plus tard. Dans le cas... donc ça. Et donc effectivement, comme je vous disais, donc tout est agrégé, donc on ne sait plus à qui ça appartient. Le circuit court, on se dit, on va accepter dès le départ l'hypothèse qu'on fait. C'est une hypothèse, il y en a d'autres, j'espère qu'il y en a d'autres, parce que c'est bien qu'il y ait plusieurs hypothèses et qu'à la fin, même s'il y en a une qui n'est pas bonne, souvent de la finale, la solution, plus elle évolue, elle emprunte de tout le monde. Donc il faut toujours se dire qu'on fait quelque chose et que ça a un but. Donc, quelque part, il y a différents acteurs, et ces acteurs, ils créent un graphe, c'est-à-dire un ensemble de relations, de plein de relations possibles entre tous ces acteurs, mais on va accepter l'individualité de tous ces acteurs dès le départ. On ne va pas chercher à regrouper. Et quand on fait une commande, quelque part, on va se dire, dans cet ensemble de personnes, que ce soit des producteurs, des transporteurs, des transformateurs, je vous parlais des fleurs, le transformateur, c'est celui qui va assembler les tiges pour faire des bouquets. Il y a une mention de traders, qui peuvent être les gens qui fixent les prix. Là, c'est terriblement inspiré du cas de la fleur, où les fleurs, des fois, elles partent en Hollande pour qu'il y ait une sorte de bourse de fleurs en Hollande, et puis ça revient, donc c'est complètement aberrant. Des distributeurs, en anglais on dit retailer, donc les deux mots, c'est du franglais aussi, et puis des clients. On va essayer, quand il y a des demandes, de trouver le chemin le plus optimal, selon des critères de temps, d'argent, des critères écologiques, voire d'autres, pour arriver à répondre à la demande du client. Ça pose un ensemble de problèmes techniques. C'est-à-dire, en gros, il faut gérer ce graphe d'acteurs. Donc, gérer un ensemble de personnes, c'est plus compliqué que de gérer des chaînes simplifiées. C'est plus compliqué, c'est le développement informatique un peu plus compliqué. Et puis, souvent, les acteurs, ils ne sont pas tellement sensibles à l'informatique, ou ils sont sensibles, ou à la digitalisation, au fait qu'ils l'utilisent à travers certaines applications dont ils disent quel peut être le rapport avec le fait que je fasse mon travail tous les jours. Je prends un exemple très simple, on va échanger par WhatsApp. C'est une digitalisation, mais en fait, on n'a pas de conscience que c'est une digitalisation, mais c'est un moyen courant. Les échanges qui circulent sur ce graphe, ils peuvent être complets et ils peuvent être complexes. Complets parce qu'il peut y avoir des biens, dans les deux sens, si on veut faire de l'économie circulaire,
Il y a aussi de la finance. Et là, la finance, je vous disais tout à l'heure que dans un système centralisé, il y a les intermédiaires qui se comprennent, ils comprennent juste le niveau en dessous et le niveau au-dessus. Dans un problème financier, là, on va être obligé de dire, s'il y a un supermarché qui dit, moi, je veux avoir, mettons, des tomates locales pendant 2 mois en été, il va falloir trouver tout. Il va falloir que le système décentralisé, ils disent, OK, il y aura tous ces producteurs qui vont pouvoir fournir sur telle période de temps, à tel moment. Au fait, il va falloir que tu les payes comptant tout de suite. Je suis désolé, toi, tu étais habitué à avoir une comptabilité où c'était on va te payer à 60 jours. Donc cette espèce d'adaptation financière, elle est importante aussi. Donc c'est pour ça que le système doit gérer ça. Et puis bien sûr, il y a de l'information qui doit circuler. Où on en est, qu'est-ce qui se passe. Il y a une notion de il faut qu'on sache en temps réel absolument où sont les choses, parce que si on ne sait pas, le système il ne marche plus. Il y a aussi derrière ça le fait, je mentionnais qu'il y avait la topologie du système peut avoir une adaptation sur l'offre, il y a le fait que l'offre elle doit coller au modèle. Donc pour que l'offre elle colle au modèle, ça veut dire, et là je vais reprendre l'exemple de la fleur, que des fois on ne sait pas trop ce qu'on va obtenir. On veut des tomates, mais il peut y avoir des tomates de différentes variétés. Ce ne sera pas très classifié. Dans le cas des fleurs, on commande, parce je vous parlais de notre filière fleurs, on commande des fleurs locales et de saison et on reçoit un bouquet de fleurs locales et de saison. Et c'est pas on commande un bouquet de ceci. Vous aurez des lisianthus, des pivoines, plein de trucs comme ça, suivant la saison. Mais il y aura un élément commun, c'est que ce sera toujours des très jolis bouquets, ils sont assez classe. Bien sûr, comme il y a beaucoup d'intermédiaires, là je vous disais on perd la traçabilité parce qu'il y a une agrégation. Là on n'a pas l'agrégation parce qu'on gère tous les petits chemins, il va falloir quand même gérer toute cette traçabilité. Et enfin, pour optimiser ça, il va falloir changer de modèle de pensée. Parce qu'on va dire, on veut optimiser, et qu'est-ce qu'on va faire? Puisque la tendance va toujours être à simplifier. En fait, si on a un réseau, une optimisation, zut, tel trajet nous coûte trop cher en logistique, en circulation de biens. Tiens, si on rajoutait un acteur ici, le problème a disparu. Donc on renforce le modèle et tout va bien. Donc on arrive au fait qu'au final, en termes de technologie, on arrive à la fin, on a besoin de faire appel à des domaines technologiques qui ne sont pas du tout liés au circuit court et qui sont des domaines très variés. La gestion d'un graphe d'acteurs, le temps réel, ça fait penser à des réseaux sociaux. Alors bien sûr, là, je vous ai dit que j'avais travaillé sur un réseau social, donc je suis biaisé, je le sais. Je l'assume totalement. Mais il y a des réseaux. Mais en fait, derrière, c'est la gestion de beaucoup de personnes, de mise en lien, de gestion de ces liens, de qualité de ces liens, de valeur de ces liens. Bref, c'est du réseau social. La notion d'adaptabilité à des gens qui sont peu enclins au digital, c'est des problèmes du X, expérience utilisateur et interface utilisateur, du XUI. On ne peut pas fournir dans les circuits courts des applications où les gens n'y trouvent pas un intérêt, se disent c'est facile et simple à utiliser et ça répond à mon problème. Il y a aussi des problèmes de définition. Je vous ai parlé de taxonomie, ou dit autrement. Je vous ai parlé de tout ce qui était la définition des circuits courts. C'est aussi un problème technologique qu'il faut régler. Il y a de la logistique, la supply, la finance, j'en ai parlé, la fintech, et puis il y a la gestion de toutes les données. Et la gestion de toutes les données et la mesure qui va être nécessaire pour la mesure, elle sert aussi pour la validité. Et elle sert également parce qu'on a un besoin de dire comment ça évolue et quelle va être la gouvernance d'un système de circuit court. C'est important, on a besoin des données pour ça. Et là, la gestion de données, c'est aussi un problème bien compliqué parce que ça fait, quand on doit gérer des millions ou des centaines de millions, on va dire, voire milliards de transactions, de petites transactions, faut faire ça de manière efficace. Et j'ai parlé c'est mon dernier slide, faut faire ça de manière aussi qui soit responsable. Parce que c'est un point, c'est bien de développer une solution technologique, je terminerai là-dessus, mais il faut que la solution technologique elle-même ne devienne pas un autre problème technologique. Donc voilà, la partie présentation est terminée. Je vais passer le micro à Mathieu qui a des questions. Oui, alors je prends une première question qui vient du chat. C'est une question de Marc Hainaut qui demande « Au niveau français ou européen, y a-t-il des réglementations en cours ou à venir pour encadrer et développer la part des circuits courts ?» C'est une très bonne question dont je n'ai pas forcément la réponse. Et d'ailleurs, je ne pense que non, puisque au niveau français, comme je vous le disais, donc je dois probablement faire mon travail à la maison pour voir s'il y a plus, mais au niveau français, il y a quand même le point que la seule définition que j'ai pu voir pour les circuits courts est liée au nombre d'intermédiaires, 1 ou 0.
Donc j'attends ces définitions et je pense que c'est aussi quelque chose que je voulais montrer, c'est que ce manque de définition, il force une construction. Il y a des moments où il va falloir faire le travail de taxonomie, le travail de définition. Et quand on voit les lois qui sont passées sur l'alimentation, la traçabilité, si je prends cet exemple-là, clairement, est-ce que c'est venu de la base ou est-ce que c'est venu du haut? C'est une interaction entre les deux. Mais aujourd'hui, je ne peux pas répondre « Ah si, je vois, il y a clairement cette définition européenne ». Aujourd'hui, j'en reste surtout à la définition française, qui est une définition légale du nombre d'acteurs. Et juste dans la suite, il y a une question qui me vient dans la suite de cette question, c'est est-ce que même ce système-là pourrait pas plutôt permettre de support à la création de mesures ensuite au niveau politique? Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à savoir ce qui se passe dans l'économie, savoir comparer deux façons de faire les choses. Donc est-ce que cette solution-là pourrait pas permettre de combler ce besoin? C'est un composant de la construction avec ce que j'ai appelé la gestion des données, data management, exploitation des données, et la notion de gouvernance. Il faut pouvoir... c'est un point, sur tous les problèmes d'impact en général, on se rend compte qu'ils sont en général plus compliqués qu'une première approche. Mais cette première approche, c'est une approche derrière, souvent sur lesquelles on peut se mettre derrière, je dirais. Ah, je crois ceci versus je crois ceci. Là, il y a vraiment une notion de balance à trouver. Mais pour faire la balance, il faut avoir un ensemble de données et après, il faut savoir les interpréter. L'analyse de données, on le voit bien, les chiffres, monsieur. Mais les chiffres, vous leur faire dire ce que vous voulez, pour faire référence à des très vieux débats télévisés. Mais effectivement, un tel système doit servir, ou tout système sur un problème d'impact, sur un problème de circuit court, doit servir à affiner la connaissance pour permettre de faire des législations et pour permettre de faire une gouvernance qui évolue dans un bon sens. Il y aura forcément des erreurs, forcément des trucs qui sont faits qui sont pas ça. La solution idéale pérenne qui dure pour 2000 ans, ça n'existe pas. Mais il faut fournir les données et c'est au fur et à mesure où on regarde les données, on regarde des indicateurs, qu'on se dit, mais en fait, ceci, c'est pas forcément pertinent, regardons autre part. Très bien. Alors, j'ai une autre question du chat qui est quel impact de cette technologie sur les prix? Est-ce un surcoût ou au contraire, cela pourrait diminuer les prix? Et ça me fait penser à une autre question quand on parle de logistique décentralisée, parce qu'il y a des gens qui bossent dans la logistique qui sont habitués à toujours dire que l'optimisation, c'est en centralisant toujours plus. Est-ce que tu penses vraiment qu'on va pouvoir faire quelque chose de viable avec cette technique d'avoir des petits flux décentralisés? Personnellement, j'y crois. Sinon, je ne le ferais pas, déjà. Mais je vais revenir en général sur le fait de dire... alors, il y a prix, il y a coût. Le prix, c'est le prix final au consommateur et qu'est-ce qui sort de la poche. C'est comme ça que je le comprends. Le coût, c'est de manière plus globale. C'est le fait de dire quel est le coût, il y a la partie producteur, les intermédiaires, mais il y a aussi quel est le coût en kilomètres, en temps, en écologie, en finance. Il y a plusieurs types de coûts. Donc, effectivement, il faut après se dire dans une optimisation, quels paramètres on veut d'abord optimiser. Dans tout développement technologique, il y a une phase où on ne sait pas et il y a une phase, j'ai envie de dire, un peu floue. Donc c'est là que je reviens sur le fait de dire on prend un parti pris. Nous, c'est Outre Local, on prend ce parti pris-là et on pense qu'il est bien. Et on pense qu'il peut marcher. Après, il y a un point, et je reprends la partie logistique, c'est oui, mais généralement, on simplifie, on diminue le coût et donc le prix final pour le consommateur en centralisant. Et ça, c'est lié à la topologie du système et à la manière de penser. Je vous mentionnais le cas de la fleur, et je crois que j'ai rapidement mentionné le cas où nous, mettons, on a des endroits dans le réseau de notre filière laboratoire de fleurs d'ici. On a des endroits où on se dit, tel prix, ça devient trop élevé. Alors, comme on ne le répercute pas sur le client final, on va le répercuter sur nous. Mais ce n'est pas viable si on veut un système rentable, comme j'expliquais tout à l'heure. Pourquoi le prix ou le coût, plutôt le coût pour nous, est très élevé? Parce qu'il y a des trajets qui sont faits de manière un peu longue. C'est le coût de la logistique qui est trop fort dans certaines configurations particulières. Mais si le coût de la logistique est trop fort, c'est parce que le réseau d'acteurs n'est pas développé localement. Donc si on trouve
qu'on arrive à avoir un réseau de fleuristes à tel endroit et qu'il y a une solution de transport qui est moins coûteuse, qui peut être aussi plus écologique, on refait d'une pierre deux coups. Donc moi je crois que ça va marcher, je pense que ça va marcher parce que de par la nature même de ce que c'est qu'un réseau. Un réseau, c'est quelque chose qui, par nature, prend une forme de résilience, sinon il meurt. Je vais prendre... Et qui a une vision, je vais rajouter quelque chose, qui a souvent des propriétés qui ne sont pas forcément des propriétés locales. Alors c'est très marrant, parce qu'un réseau, on parle de réseau local, mais là, ce n'est pas des propriétés, je dirais, déterministes, mais plutôt probabilistiques. C'est un peu comme quand il y a une requête qui part vers Internet. Quelque part, vous demandez avoir une page web, il y a un réseau derrière, vous ne savez pas par où tous les petits paquets ils vont arriver, mais on se rend compte que quand on fait tel algorithme, tel système sur des paquets qui partent dans toutes les directions, on arrive à diminuer les temps de chargement. C'est très simplifié, il y a sûrement des gens qui me diront non, c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est pour vous donner un exemple qui n'est pas complètement faux. Alors, très bien. Donc j'ai une autre question du chat encore qui est est-ce que les acteurs locaux sont prêts à accueillir ces technologies ? Popularité terrain techno. Parce que c'est vrai que comme ça, on a déjà entendu pas mal d'initiatives de marketplace du gouvernement pour mettre en place des agriculteurs et des personnes. Même pendant le confinement, il y avait des choses comme ça. Globalement, on en voit souvent, ça ne marche pas énormément. L'adoption d'une technologie, elle se fait... j'ai envie de vous dire si c'est simple. Alors là, je vais me baser sur et s'il y a un bénéfice pour tout le monde. Si je prends le cas de notre filière fleurs d'ici, on a les acteurs qui participent, ils trouvent un bénéfice. Ils trouvent un bénéfice, il y a un bénéfice personnel à dire c'est de la fleur française, et c'est important d'avoir cet engagement. Le deuxième bénéfice, c'est que, vu que le système met en lien direct des personnes en éliminant des intermédiaires, et vu que le système ne se passe de manière, j'ai envie de dire, comme je disais, il y a la demande, on essaie de trouver le chemin adapté pour répondre plus rapidement. Le système, en général, a moins d'intermédiaires et a moins de pertes. Donc, les acteurs du système, le nombre d'acteurs du système, finalement, les acteurs finaux du système, peuvent prendre un plus grand bénéfice au sens financier sur l'ensemble. Donc, il y a un intérêt pour tout le monde. Donc, les acteurs, notre expérience, c'est que les acteurs adhèrent. Après, il y a un problème, c'est quand il y aura plein d'acteurs, comment on va faire en sorte que tout ça continue à être vrai. Donc, les acteurs, et je vais parler après des marketplaces, les acteurs, non seulement ils adhèrent, mais les gens qui adoptent au départ sont des gens qui aussi, ils nous permettent de comprendre quels sont les problèmes qu'ils vont avoir sur le système. Sur la partie fleurs, les fleuristes envoient, et ça fait partie de la charte qui est mise en place avec eux, envoient une photo de chaque bouquet à la société qui permet de vérifier que c'est bien des fleurs de saison et que ça répond aux critères de qualité. Et au fur et à mesure, plus on prend de la donnée, bien sûr, on se dira ces personnes pourront jouer le rôle de non seulement d'acteurs, mais de modérateurs, donc ils peuvent avoir aussi un nouveau rôle dans la chaîne. Et puis on peut aussi mettre en place éventuellement des algorithmes sur de la donnée qui permettent de dire est-ce qu'on peut faire une partie de cette vérification automatiquement. Si je reprends l'exemple des marketplaces, il y a quand même quelque chose qu'il faut voir. Il y a plein de marketplaces qui sont très bien, très positives, mais qu'aujourd'hui, il y a une barrière d'entrée. C'est-à-dire, si vous dites à un producteur, va mettre tes produits sur un site web, que le producteur, il doit aller prendre des photos, il doit aller ramener son téléphone, les connecter à son ordinateur, trier ses photos, les retailler, les mettre à la bonne taille. Bon, là, je prends l'exemple d'une marketplace pas très bien faite, je le sais. Rentrer tout ça, mettre entre guillemets les bons prix, les bons coûts, préciser si c'est TVA, pas TVA, gérer la disponibilité. Ah zut, j'ai commandé, il n'y en a plus. C'est un travail qui est énorme et c'est un travail qui est avant tout un problème de barrière d'entrée en termes d'expérience utilisateur sur le système. Donc c'est ça où effectivement il y a plein de marketplaces, mais la marketplace,
une marketplace ne peut exister que s'il y a une animation de marketplace. Sur la partie fleurs, on travaille aussi sur l'amont entre les producteurs et les fleuristes. On s'est rendu compte, l'expérience, que l'animation du système est nécessaire. Le fait d'avoir des gens spécialisés dans le système et donc reconnus et puis qui peuvent faire profiter de leur expérience permet de rendre le système résilient et de rendre le système utilisable. Très bien. Donc, alors, une nouvelle question qui est y aura-t-il un volet mesure de l'impact carbone dans la plateforme ? Il y aura un volet mesure de l'impact carbone parce que c'est probablement le plus facile à définir au début sur les problèmes dits écologiques ou impact en général. On le voit assez facilement. Si aujourd'hui, on parle d'émissions de gaz à effet de serre, heureusement, je veux dire, on commence à avoir une notion de qu'est-ce qu'on consomme en coût carbone et au niveau personnel, et ça commence à rentrer dans les mœurs, heureusement. Mais je vous dirais, c'est le premier volet écologique qui doit exister et qui se met en place là-dedans. Bien sûr, derrière ça, on retombe dans les problèmes de comment avoir une vision systémique de quel peut être l'impact carbone qu'on attribue à un bouquet ou à une tige d'un bouquet. Et c'est là où il y a plus une difficulté. Parce que comme je vous disais, il y a l'impact de la distribution, il y a l'impact de la production, il y a il y a plusieurs types d'impacts. Et puis il y a ceux à plusieurs niveaux. Je crois que je ne sais plus comment ça s'appelle, si c'est niveau 1, niveau 2, niveau 3. Scope 1, scope 2, scope 3, est-ce que je suis impacté directement ou pas directement ou plus loin Personne ne pense que, effectivement, quand vous achetez un bien sur une plateforme en ligne et qu'il est passé par 3 entrepôts, il y a un impact carbone qui vient du fait qu'il y a une construction des entrepôts et que ça a été stocké. Ça, on ne va pas le voir tout de suite. Donc c'est évident qu'il faut que dès le départ, il y ait des mesures d'un impact carbone, même si ces mesures dès le départ, elles vont aussi se baser sur de l'empirisme ou en se disant, tiens, on a fait tant de kilomètres dans un véhicule à moteur thermique, ça correspond à tel impact carbone. Mais au fur et à mesure où on collecte de données, on arrive à avoir quelque chose qui devient de plus en plus fin et sur lequel on peut développer aussi de nouveaux indicateurs qui ne sont pas forcément liés au carbone, production d'eau, quantité de produits pesticides. On n'en veut pas, mais bon, peut-être que des fois il en faut. Non, on n'en veut pas, c'est mieux. Et donc, tout autre type d'indicateurs. Donc une autre question, c'est qu'est-ce que vous pensez que cette approche va permettre de... moi comme ça, quand je pense à cette approche de structurer, de mettre dans une structure informatique tout ce qui se passe dans les circuits courts, je me dis qu'il doit y avoir pas mal de choses à faire, même après en termes d'optimisation, surtout d'apport de technologies de pointe dans les circuits courts qui aujourd'hui fonctionnent souvent au crayon à papier et avec la feuille le carnet de facture, comme ça, on déchire une feuille à chaque fois, quoi. Il doit sûrement y avoir des choses qu'on pourra mettre ensuite dans les circuits courts pour améliorer leur efficacité. C'est le but, parce que s'il n'y a pas d'efficacité, les circuits courts, ils passeront de 7 à 5% si tout le monde s'en fout. Si on veut passer, et c'est là où c'est bien qu'il y ait des législations qui passent, que ce soit au niveau français ou que ce soit au niveau européen, il va falloir que cette efficacité se diffuse. Il va falloir qu'une telle plateforme, et c'est pour ça que je vous mentionne le fait que nous, on a un laboratoire, filière laboratoire, il va falloir que cette plateforme puisse toucher différents types de filières, puisse apprendre des problèmes de différents types de filières, voir si elle est toujours pertinente ou pas pertinente, qu'elle fasse probablement des concessions. Ici, on aura quand même besoin de stocker un petit peu. On parle des entrepôts, mais finalement, on va faire ça, on va faire ça différemment. Donc, oui, c'est nécessaire d'arriver qu'une telle plateforme se rediffuse vers l'ensemble des acteurs des circuits courts. Alors, c'est vrai qu'il y a le crayon à papier, en fait. J'ai vu aussi beaucoup de Google Sheets, notamment sur la partie logistique. Alors, je ne devrais pas dire des noms, mais des feuilles, des tableurs en ligne. Et j'ai vu aussi... Et puis, il y a quelques personnes qui essaient de développer leurs propres solutions, mais ça, c'est aussi un point intéressant, c'est que ce sont souvent des gens qui font ça en plus de leur travail habituel. Donc, à la fois, c'est super,
Et en même temps, on se dit, si on veut que le local, les circuits courts grandissent, on ne peut pas seulement compter sur la bonne volonté de quelqu'un qui va se coucher à 3 heures du matin. Je vois que le temps passe, il reste 53 secondes, et ben donc on va arrêter. Je vous remercie tout le monde. Merci.